on l'a bien vu avec Montaigne et la Boétie, une sorte de coup de foudre intellectuel au début. Il y a une espèce... je l'ai reconnu tout de suite, je ne le connaissais pas, mais je l'ai reconnu. Donc cette espèce de rencontre du double par les affinités, mais dans la liberté et l'égalité. Il y a quelque chose qui se passe dans ces affinités électives, intellectuelles, d'esprit, qui fait que quelque chose grandit et devient véritablement ce qu'on pourrait appeler, ce qui devient les meilleurs amis. Alors après, on peut tomber dans un peu les excès quand Aristote disait qu'on n'a qu'un seul ami, ou Montaigne le disait un peu aussi. Je ne suis pas certain d'avoir trouvé mon La Boétie, personnellement. Mais enfin, je crois que j'ai plusieurs meilleurs amis. Le problème aujourd'hui, dans notre monde, c'est que le mot amitié est devenu galvaudé. Si vous voulez, Facebook, j'ai 1500 amis, 2000, 3000, ce qui veut strictement rien dire. C'est jamais des gens qui rentreront chez moi, que je prendrai dans mes bras, etc. Donc, cette notion d'amitié, il faut revenir au sens que lui donnait Montaigne ou Aristote ou d'autres, à savoir cette qualité qui est... André Comte-Sponville a une belle formule là-dessus d'ailleurs, c'est l'amour-action, par différence avec l'amour-passion. Dans l'amour-passion, on tombe amoureux, d'ailleurs l'expression est quand même pas par hasard, on tombe amoureux. Et Freud dira, l'amour c'est un merveilleux moment de délire normal. On tombe amoureux. Dans l'amitié, c'est autre chose, c'est un amour-action, donc on pourrait dire qu'on choisit. Alors, je ne suis pas sûr qu'on choisisse par raison non plus. Je méfie un peu de ça, parce qu'il en parle un peu, Montaigne, du fait de choisir. Qui choisit l'autre? Comment on a été choisi? Mais je dirais que c'est moins quelque chose de l'ordre de... comme le fait de tomber amoureux, quoi. C'est, dans l'amour, passion, c'est vraiment l'algèbre de l'amour, c'est 1 + 1 = 1, quoi. On pense la même chose, on a les mêmes goûts, je te vois, je me vois, c'est parfait, quoi. Sauf qu'à un moment, le 1 + 1 = 1, ça va faire 1 + 1 = 2. Là, avant, tu pensais comme... Là, maintenant, tu penses différemment. De là, de faire du 1 + 1 = 1 au début, à 1 + 1 = 2, à passer 1 + 1 = 3, c'est-à-dire le couple, une véritable troisième personne, il y a du chemin quand même. Et je pense que l'amitié, elle est un peu à part, à ce niveau-là. C'est quand même un peu à part. Alors, je vais vous faire un commentaire par rapport à cette formulation qui me paraît extrêmement intéressante. La première, c'est une phrase tirée du Talmud qui dit « L'homme est un livre plié ». C'est-à-dire que c'est à nous de le déplier. Nous sommes un livre, quelque part. Et que la deuxième chose, c'est que par rapport à Montaigne, et en particulier, on y reviendra, j'imagine, par rapport à la Boétie, c'est que c'est un livre qui se lit à deux. C'est-à-dire que c'est effectivement... Montaigne, finalement, se découvre ou se connaît parce qu'il se reconnaît dans la Boétie. Enfin, il y a cette espèce de double extrêmement puissant, mais qui en même temps est la matière du livre. Et d'ailleurs, il dit lui-même, je suis la matière de mon propre livre. Et je crois qu'il faut revenir sur le terme d'essai. Parce que essai, c'est quand même lui qui invente ce genre, et il est au sommet de ce genre d'ailleurs. Ça veut dire s'essayer. Et là, il y a une expérimentation. Au fond, dans l'interaction avec le livre, il y a cette espèce de jeu permanent dialectique qui fait qu'il s'essaie avec ses hésitations, avec ses doutes, avec son fameux scepticisme et sa voie du milieu qui fait qu'il évite les extrêmes et il cherche effectivement, dans la teneur de son expression, quelque chose qui l'amène à sortir de lui pour finalement s'essayer et se reconnaître. Et ça, je trouve que c'est très fort. Mais qu'est-ce que la relation? Regardez, aujourd'hui, moi je suis un peu frappé par tout ce qui arrive là en ce moment, mais l'humanité ne cesse de se faire et de se défaire devant nous. L'humanité n'est pas advenue, si j'ose dire. Elle n'est pas faite encore. Qu'est-ce qui fait l'humanité? C'est le fait, justement, comme vous le disiez, que cette intersubjectivité advienne véritablement. C'est-à-dire que autant Winnicott, qui est un grand psychothérapeute, grand psychanalyste anglo-saxon, disait « un bébé tout seul, ça n'existe pas », mon ami Boris Cyrulnik disait « un homme tout seul, ça n'existe pas non plus ». C'est-à-dire qu'on est tous contraints à l'altérité. On ne devient soi que par la grâce de l'autre. On ne devient soi que par la rencontre. Je pense que la position du sujet, si chère aux psychanalystes d'ailleurs, je me demande si c'est pas quelque part un peu une illusion. C'est-à-dire que le sujet en soi lui-même n'existe pas. Ce qui existe, c'est le lien, c'est la relation.
Et la relation n'est pas la communication. Parce que là, aujourd'hui, il y a une confusion majeure qui fait qu'on croit que la communication, c'est la relation. On est dans un monde qui communique de partout. Et la relation existe de moins en moins. Donc c'est une vraie problématique. Je pense que quand il était à sa table, j'imagine Montaigne revivant la Boétie, là, avec lui, dans une forme de présence et de dialogue, et que ça alimente effectivement une écriture. Donc c'est pas une écriture seule, c'est une écriture avec ce compagnon invisible qui va le suivre jusqu'à la fin de son existence. On n'existe que parce qu'il y a une interlocution, si j'ose dire, parce qu'il y a dialogue véritable. Alors ce dialogue, il le retrouve, à mon avis, par rapport au compagnon devenu invisible de la Boétie, mais qui est toujours présent, bien évidemment. Et c'est cette présence-là qui active le processus de résilience, pour moi, avec aussi la base qui était bonne chez Montaigne, parce que sa base, c'était quand même une base d'attachement sécuritaire par rapport à sa famille, par rapport au contexte, etc. Tout ça aussi, ça joue. Donc il avait, on va dire, une bonne base d'attachement, un amour de la nature, un amour du monde, un amour de la réalité, comme vous le disiez très justement d'ailleurs. Donc c'était pas quelqu'un qui était perché, comme on dit aujourd'hui, et il avait ce sens de la réalité, ce sens de la voie du milieu. Donc des présupposés favorables en termes de processus de résilience, et après, eh bien, cette qualité d'amour qui fait qu'il vive quelque chose qui, d'une certaine manière, ne meurt pas, quoi. Qui est l'amour est plus fort que la mort, comme on dit. Là, à ce niveau-là, je crois que chez Montaigne, on peut le dire. L'amour est plus fort que la mort. Et c'est-à-dire que ça transcende quelque chose, véritablement. Là, on peut l'expliquer grosso modo en 3 temps et 6 mots. 3 temps, avant, pendant, après. 6 mots. Avant, c'est quoi les 2 mots fondamentaux? La qualité d'attachement, c'est-à-dire de sécurité intérieure que je peux avoir dans la vie. Si il m'a été donné d'avoir une bonne sécurité intérieure, j'ai une bonne chance de développer une bonne résilience. La deuxième chose, c'est la mentalisation. Ma capacité à rêver, ma capacité à élaborer, ma capacité à penser les choses. Pendant, est-ce que l'agression, elle est extra ou intrafamiliale? Si elle est extrafamiliale, il y a beaucoup plus de chances que je m'en sorte. Regardez dans les catastrophes, grosso modo, on s'en sort quand même plutôt très bien. Si c'est intrafamilial, inceste, viol, maltraitance, beaucoup plus difficile. Et après, c'est comment les tuteurs de résilience font se développer autour de nous, comment on va faire du sens, comment les choses vont émerger. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que les facteurs d'anti-résilience, c'est ça qu'il faut voir. C'est quoi? L'absurde, le non-sens, l'isolement et la honte. Voilà. Donc là, on a vraiment les ingrédients pour dire là, la résilience va être très difficile. Si on revient à Montaigne vit quelque chose d'épouvantablement douloureux. D'ailleurs, il est inconsolable. Ce qui me fait penser à l'ouvrage de Stig Dagerman, qui dit notre besoin de consolation n'est jamais rassasié. C'est un livre testamentaire, il dit notre besoin de consolation. C'est totalement applicable à Montaigne. Sauf que, on peut se dire aussi, s'il n'y avait pas eu la mort de la Boétie, est-ce qu'il aurait écrit les essais? Pas sûr. Et ça, c'est une hypothèse rebattue et rebattue. Mais je pense qu'effectivement, non. Probablement, on aurait eu des lettres. Peut-être qu'on aurait eu une correspondance entre la Boétie et Montaigne, qui aurait peut-être été très riche, mais probablement pas les essais de la même manière. C'est-à-dire que l'écriture a été pour lui un facteur de résilience. C'est-à-dire qu'il y a, à la fois, on pourrait dire au sens psychanalytique, je sublime quelque chose, il y a un effet de sublimation, mais au-delà de l'effet de sublimation, il y a un acte de création, il y a un acte qui permet, à ce moment-là, de se défiger d'une agonie psychique, c'est-à-dire de quelque chose qui est le manque impossible à dépasser, quoi. Non, je ne peux pas dire que concrètement, elles me servent aujourd'hui dans ma pratique professionnelle. Ce qui, par contre, est un référence, un modèle et un patron, si j'ose dire, à ce niveau-là, c'est le fait qu'un Montaigne, bien avant Freud, avait déjà parlé d'inscience. Oui, il ne parlait pas d'inconscient, mais d'inscience. Donc il était un peu précurseur. Qu'il a fait lui-même son auto-analyse, on pourrait dire, bien avant Freud. Que bien avant les sciences cognitives, il parlait déjà de représentation et de conditionnement. C'est-à-dire la réflexivité dont on parle aujourd'hui, je pense qu'il était un très grand précurseur. Alors, moi je crois que l'idée, surtout qui me sert toujours un peu comme référence intérieure quand je pense à Montaigne, c'est attention de garder toujours cette position
du doute, sans être tout à fait à l'aune de Descartes, mais d'un doute méthodique quand même, et d'éviter, de chercher cette voie du milieu. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est juste, Il parlait lui-même de l'inconstance, hein, de la condition humaine, c'est-à-dire que bon, c'est mouvant, c'est variable. Lui-même était variable, lui-même se disait inconstant. Quelle inconstance que l'homme. Oui, bah oui. Mais en même temps, sans se mettre en position supérieure, je dirais, cette position d'humilité était, à mon avis, était essentielle. Et alors, encore plus en thérapie, quoi. Qu'est-ce qu'on sait de l'autre, quoi. L'autre nous apprend autant que nous essayons de le faire découvrir à lui-même. Enfin, voilà. Qui peut prétendre se connaître complètement et connaître l'autre?